Bonjour, Patrice Métivier, architecte urbaniste. D'abord, un commentaire général sur vos présentations qui sont, ma foi, fort intéressantes, instructives à tous les niveaux, et je pense qu'il y a largement de quoi apprendre et s'appuyer dessus. Ma question revient un petit peu à cette démarche qui était proposée par LAD, d'une démarche participative. Donc, j'aimerais. Il y a un exemple qui a été cité, mais je ne sais pas s'il a été jusqu'au bout. Est-ce qu'on a des exemples de cette nature-là qu'on pu déboucher positivement? Moi, j'ai eu l'occasion de tenter 2-3 fois l'expérience et qui ont été obligés de s'arrêter à chaque fois. Je n'ai pas pu aller au bout de telle démarche. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite répondre? Alors non. Pour l'instant, nous, ce que j'ai présenté, ce sont les exemples qui ont été aujourd'hui les plus aboutis, c'est-à-dire qu'on est encore au stade d'études et de préfiguration, avec pour Généton quand même, donc ce que je disais, des premiers actes posés qui me paraissent essentiels pour la réussite d'une telle démarche, à savoir se donner des outils de négociation au travers du PLU, donc avec 2 OAP qui permettent d'avoir un effet de levier dans la négociation avec les propriétaires, et une maîtrise foncière partielle, mais qui de la même façon permet d'outiller la collectivité dans cette démarche. Et après, si vous avez des expériences malheureuses, ça peut être intéressant de savoir pour quelles raisons elles n'ont pas été au bout. Est-ce que ce sont des raisons financières? Le profil financier de ces opérations, il est a priori assez robuste, parce qu'on n'est pas sur des opérations qui impliquent de l'acquisition de foncier bâti et de démolition. Donc voilà, on intervient vraiment sur le foncier libre, dans une logique aussi d'alignement des intérêts publics et privés. Donc j'ai envie de dire, moi, des opérations de ce type-là, je vais peut-être parler un peu vite, parce que sur des fonciers, en tout cas isolés, on en a. Sur la Chevrolière, on est en train de développer un projet en fond de parcelle sur un terrain acquis auprès d'une indivision. On ne l'a pas sur des échelles d'îlots à 4, 5 hectares. On l'a sur des fonciers plus restreints, où là, effectivement, ce modèle économique, il a démontré sa robustesse. Avec l'intervention de l'EPF, enfin, on est quand même sur des opérations soutenues, en tout cas sur la Chevrolière, par une minoration foncière appliquée par l'EPF. Donc on préjuge, en tout cas, que économiquement, on peut être sur des opérations qui sont viables. Voilà. Est-ce que c'est la raison pour laquelle l'opération n'a pas été à son terme? Est-ce que c'est un manque d'ingénierie? Parce qu'on préjuge aussi que l'ingénierie, elle doit être très... comment dire, il y a un ticket d'ingénierie à mettre important, ce que je disais, pour à la fois piloter le plan guide, la négociation, la discussion avec les privés, et tenir le cap du projet sur la durée. Voilà, donc c'est plutôt une question que je vous renvoie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la raison pour laquelle vous n'avez pas été au bout? Très concrètement, ce n'est pas pour des raisons budgétaires, mais plutôt pour des raisons de blocage foncier. Il suffit effectivement qu'il y ait un propriétaire foncier qui soit en position stratégique dans une opération potentielle pour arrêter totalement toute possibilité, ou les rendre extrêmement onéreuses, par ailleurs, s'il y a d'autres solutions possibles. Donc ce n'est pas une question juridique, ce n'est pas une question... comment dire, économique, globalement. La programmation, on pouvait très bien s'accorder dessus, sans difficulté, mais effectivement, c'est le bon vouloir de propriétaires à certains moments. Il y a une question de temporisation également. Certains seront prêts à faire tout de suite, d'autres sont prêts peut-être à faire dans le temps, dans quelques décennies. Bon. Et donc, c'est aussi une difficulté aussi pour ce type d'opération. Oui, je crois qu'il ne faut pas se mentir, ça reste des opérations publiques, avec du coup, si on ne vise pas la maîtrise foncière totale de la collectivité, une capacité que doit se donner la collectivité de déployer des moyens coercitifs, si jamais effectivement on a un blocage sur une parcelle stratégique. Par exemple, là j'évoquais le chemin qu'il faut faire passer pour désenclaver tous les fonds de parcelles. Là, si on a un blocage à un endroit, il faut pouvoir actionner soit le droit de préemption, voire l'expro, si jamais effectivement on n'arrive pas à lever ce foncier-là. Voilà, il faut être quand même assez... ça reste des opérations assez volontaristes. Juste un petit commentaire. C'est vrai que je pense qu'on a éventuellement en tête des zones d'aménagement concertées qui, à la marge, traitent des questions évidemment on va dire, du rouleau d'aménagement public,
Et puis sur les à côté, de temps en temps, des négociations avec éventuellement des participations sur de la constructibilité de certains fonds de jardin qui vont pouvoir bénéficier des aménagements, choses comme ça. Mais c'est vrai que la proportion, elle est souvent assez minime par rapport à le projet d'aménagement, on va dire, majeur et très largement le plus important en volume. Moi, je pense que ce qui est intéressant dans ces sujets-là, c'est la question, évidemment, de la temporalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager un projet comme celui-ci si on n'est pas dans une logique à la fois de temps long, d'où la difficulté de discuter avec des propriétaires qui vont changer, y compris d'opinion, y compris de besoin. Donc là, c'est voilà. Et que, éventuellement, la puissance publique, elle a cette capacité à éventuellement maîtriser une partie du gâteau foncier pour pouvoir dire, à minima, je pourrais en tout cas envisager une opération sur peut-être seulement 20-30% du périmètre. Et maintenant, la question, c'est l'autre partie. Il faut pouvoir aller la négocier, la discuter. Et c'est vrai que là, il y a tout cet enjeu du temps. Très souvent, effectivement, et on le voit bien même dans les plans guides ou choses comme ça, il y a très vite, finalement, cette obligation de concertation, mais qui vient un peu dévoiler le potentiel. Alors que ce potentiel, si on l'imagine à 20 ou 30 ans, est-ce qu'il est précieux de le donner trop tôt à l'appétit des envies individuelles? Et là, il y a une vraie question sur la question de la stratégie foncière. Moi, alors, les EPF ont fait peu de concertation. Et ça a un sens. C'est qu'en fait, aujourd'hui, pour que la puissance publique, de temps en temps, ait un peu de force et de capacité à faire, il faut qu'elle puisse, de temps en temps, avancer un peu masquée. Et notamment masquée par la maîtrise foncière. Et à partir d'un certain temps et d'une certaine quantité de foncier maîtrisé, à ce moment-là, on peut commencer à parler d'aménagement. Et c'est là où il y a un sujet de temps long et qui est très compliqué à gérer pour une commune. Il y a des changements de municipalité, des changements d'acteurs, voilà. Donc mais des projets comme cela, c'est compliqué. Pourtant, ça existait assez bien à une époque sur les associations foncières urbaines qui pouvaient éventuellement mêler intérêts de la collectivité et des propriétaires. Mais malheureusement, c'est un peu tombé en désuétude parce qu'on a fait autrement. Et donc, il faut retrouver la question de comment on fait de l'aménagement en couture. Et ça, effectivement, il faudra pouvoir aussi trouver des moyens pour éviter certains blocages ou pour gérer les accélérations d'un côté et les ralentissements de l'autre pour tenter d'advenir à un projet qui, je pense, est assez partagé par une population locale. Moi, je veux bien répondre à votre interrogation, parce que, en fait, je suis aussi le maire de Généton. Et donc, le projet de Généton, je le connais très, très bien. Et ce projet-là, en 2015, on a fait une orientation d'aménagement dessus, qui était une orientation très basique. On ne s'est pas du tout fait accompagner quand on l'a fait. Il y a quelques années, le CAUE est venu travailler chez nous et nous avait fait des propositions qui vont dans le sens que l'on a actuellement avec LAD et M. Guiton. Et on n'était pas prêts. Les élus n'étaient pas prêts. Et là, maintenant, on travaille vraiment. Alors, on a nous aussi grandi, réfléchi et vu toutes les problématiques du ZAN qui arrivaient. Et en fait, maintenant, on est en train de retravailler sur ce sujet-là et on se rend compte aussi en fait, notre orientation était mal faite. On n'a pas du tout travaillé sur tous les leviers qui étaient possibles. Et on a mis des endroits avec des orientations qui se sont retrouvés bloqués parce qu'on a des propriétaires qui en voulaient trop cher, parce qu'on a des personnes qui bloquent tous les projets parce qu'ils ne sont pas vendeurs, parce qu'en fait, on n'a vraiment pas actionné tous les leviers qu'une collectivité avait. Alors, c'est un levier politique. C'est un levier politique, sauf que je pense véritablement que nous, les collectivités, enfin, en tout cas les élus, on n'avait pas cette pression du ZAN dans nos têtes. On savait qu'il arrivait, mais on le voyait très loin. Quand on nous parle de 2030, 2050, on se dit « Oh, ça se trouve, on ne sera même plus élu ». Sauf que vraiment, là, maintenant, on a changé et on rentre dans une autre démarche. Et c'est pour ça qu'on arrive à faire des choses comme ça, parce que de toute façon, on n'aura pas le choix. Donc, je pense qu'on a besoin de se faire accompagner par vous, par plein d'ingénieries différentes, par l'EPF, bien évidemment, parce que les collectivités n'ont pas les moyens financiers. Mais c'est comme ça qu'on va y arriver. Vraiment.
Bonjour, Bertrand Leroux du CRMH. Je souhaitais un peu témoigner sur un peu nos démarches sur ces sujets-là. Je vous remercie d'ailleurs de nous inviter parce que sur ce sujet, malheureusement, on est souvent soit dans une position un peu binaire, soit le rejet, soit la solution à tous nos maux sur les questions de densification spontanée, notamment les tissus pavillonnaires, et parfois dans le déni. Donc là, quand Pornic Aglo disait on travaille sur du 200 mètres carrés, moi, ça me rappelle, il y a 2-3 ans, on était en pleine période de Covid, c'était le confinement, on accompagnait le Pays d'Anceny dans son étude de stratégie foncière. Et au début, on voyait des communes où on leur proposait de regarder tel et tel terrain. Et entre la fin du confinement et le début, au début, ils nous disaient non, mais ça ne bougera jamais. Et on revenait, il y avait une vingtaine de divisions qui avaient été posées. Et donc, ce qu'on suggère, en fait, c'est qu'on fait des approches statistiques et on regarde l'évolution des densifications pavillonnaires. Et donc, souvent, des fois, on voit de l'accélération ou plutôt une stabilité, mais évidemment une baisse des surfaces. Et donc ça vaut le coup d'anticiper, de regarder un marché qui est un peu plus tendu que le nôtre, pour regarder des seuils de surface qu'on ne s'autorise pas à regarder aujourd'hui, parce que peut-être qu'on va se faire déborder par le marché si on n'anticipe pas trop. Alors, au CRMA, on travaille de différentes manières pour accompagner les collectivités. On est producteur de données, on produit aussi des logiciels, un logiciel Urban Simul, mais qui est très largement connu en Loire-Atlantique, parce que toutes les EPCI, en tout cas, ont des comptes et l'utilisent. Mais il peut aider aussi les communes à mieux connaître leur foncier, la dureté. Et on réalise aussi des accompagnements pour des études de stratégie foncière. Donc on se félicite, pas seulement parce que ça nous fait travailler, hein, mais parce que ça participe à cette réflexion globale. Et on a plusieurs cas où les collectivités viennent nous chercher. On a HELP, mes OAP sont bloqués. En fait, on s'est fait un document d'urbanisme avec des intentions de projet, mais qu'on n'a pas traduit spatialement en termes de foncier. Ou alors on commence à avoir de plus en plus des collectivités qui viennent nous chercher pour sortir la réflexion foncière, se poser, puis on est sur un matériau qui est un peu sensible, donc on le fait de manière un peu plus cachée, on va dire, en parallèle de réflexion de documents d'urbanisme PLUI ou PLH, et on se prend 1 an, 18 mois, enfin un peu ce qu'a montré Pornic Aglo, pour repérer l'ensemble des gisements et avoir une réflexion gisement par gisement. Et donc la question, elle est effectivement les gisements qu'on veut accompagner ou encadrer d'un point de vue réglementaire, les gisements qu'on veut accompagner d'un point de vue action foncière, mais aussi ceux qu'on va laisser faire. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est quand on a une démarche un peu systématique et systémique, c'est qu'on peut regarder les gisements isolés, les gisements qui font grappe, et sur ces gisements qui font grappe ou qui sont isolés, se poser la question de est-ce qu'on veut l'accompagner ou ne pas l'accompagner. Et au-delà de la question de faut-il de la densification spontanée ou ne faut-il pas, ce qu'on essaye de faire, c'est traduire un peu tous ces gisements en contributeurs du logement, mais en regardant toutes les formes de contribution, c'est-à-dire replacer cette forme de vie de nos territoires, de cette filière de production de logement par rapport aux autres, que ce soit ce qui est aménagé, ce qui est déjà en cours, ce qui est dans les tuyaux, les changements de destination aussi, et regarder ces différents contributeurs et se dire est-ce que j'ai besoin de ce gisement et est-ce qu'il vient en complément de mes autres accompagnements. Donc la question, c'est peut-être pas tellement de savoir si on en veut ou si on n'en veut pas, mais comment est-ce que je peux lui faire jouer une place qui est contributeur par rapport aux autres filières. Et dans certains cas, on se dit non, parce que ça va fragiliser mes opérations d'aménagement. Et dans d'autres cas, on a des territoires où ça vient pleinement jouer son jeu, parce qu'on a le marché qui accompagne une mixité de tissus, on a du renouvellement générationnel dans des tissus pavillonnaires, et ça permet de prendre le relais en attendant qu'on réussisse à sortir des opérations qui sont plus des opérations d'ensemble, mais qui arriveront dans un second temps, ce qui évite à la collectivité d'avoir des éléments de palier dans l'accueil de logement. Donc ce gisement-là, il peut avoir sa logique à un moment donné, le plus l'avoir à un autre moment, et c'est surtout spatialement où il y a des endroits où c'est opportun et d'autres endroits où ça ne l'est pas. Et donc plutôt que oui ou non, c'est bien, nous on a plusieurs typologies. On a le laisser vivre sa vie, l'encadrer. Il y a une très grosse problématique d'accès. Alors on a repéré sur le territoire une quintuple division en drapeau, où la parcelle finale était de 600 mètres carrés, et si vous regardez les accès bitumés, on en avait pour 600 mètres carrés d'accès, quoi. Donc c'est vrai que quand on voit ça, en termes d'optimisation, ça pose question. Donc sur la question des accès, donc on peut avoir laisser faire, on peut laisser faire, mais en obligeant qu'il y ait une gestion des accès. On peut exiger que ce soit aménagé. L'aménagement, ça peut être d'initiative publique ou obliger qu'il y ait une réflexion d'ensemble. Les OAP permettent ça. Et une dernière typologie que vous n'avez pas évoquée, c'est on peut l'envisager, mais pour plus tard. Et on a de plus en plus de territoires qui commencent à faire des zonages en se disant mon tissu pavillonnaire, celui-là, je veux le garder pour plus tard et pour éviter que ce soit encore plus difficile à le transformer.
Et donc on n'est pas dans un gel parce que c'est patrimonial, c'est paysager et qu'il ne faut pas que ça évolue. On est dans un gel parce que c'est plus tard qu'on viendra se travailler ces gisements-là pour réussir à travailler le ZAN. Juste une réflexion, j'invite les élus à réfléchir à enfin les élus en charge de l'urbanisme à se responsabiliser sur leur qualité de plombier, parce que effectivement ils ont le robinet du droit à construire entre leurs mains, et c'est exactement ce que dit Bertrand, c'est que je ferme ou j'ouvre les droits à construire en fonction de ce que je projette sur telle ou telle zone. Je ne connais pas beaucoup de plombiers qui sont doués en concertation, donc je laisse évidemment leurs compétences mêlées pour les élus entre plomberie et concertation. C'est deux compétences majeures finalement. Mais c'est vraiment un élément important. On a trop souvent quand même des documents d'urbanisme qui généralisent le même droit sur des surfaces extrêmement importantes. Et donc là, il faut, ou en tout cas, où après, ça va être effectivement la protection du paysage, du patrimoine, des choses comme ça, qui va servir de robinet. Il faut avoir une autre logique sur cette sectorisation et qui permet de dire, voilà, les propriétaires, je suis prêt à vous donner du droit, peut-être dans un temps imparti aussi. Donc je fermerai dans 10 ans. Donc c'est pendant ces 10 ans qu'on va, de manière, comme tu le disais Camille, de manière participative, on va travailler à l'aménagement de ce quartier-là. Et c'est vrai que ça peut changer la donne au niveau des propriétaires sur le moment où que je ne dois pas rater de valoriser mon foncier. D'autres questions? Alors, il y a des élus aussi dans la salle qui sont confrontés à ce... Est-ce que c'est un problème ou est-ce que le problème est au grain de sable au sein des collectivités? Après, nous, selon les territoires sur lesquels on travaille, les collectivités ne sont pas rendues au même... Ah pardon, mais je parle sans micro. Pardon, c'est moi. Pardon. Les collectivités ne sont pas rendues au même niveau de densification. Donc, est-ce qu'il y a des élus dans la salle? Est-ce qu'ils souhaitent s'exprimer sur le sujet? Non, tout va bien? Oui. Merci. Je ne suis pas élu, François-Xavier Trévière, je suis assistant à maître d'ouvrage. Et j'avais une question par rapport à ces stratégies qui sont vraiment très intéressantes, qui relèvent parfois de l'acupuncture, alors non pas urbaine, mais aussi immobilière. Je me posais la question des typologies d'opérateurs qui peuvent intervenir dans ces contextes, où on attend quand même une qualité d'approche, une qualité programmatique, ce qui suppose quand même une capacité à faire qui n'est pas toujours très simple. Il faut, disons, engager une opération avec une ambition en termes de performance constructive, en termes de qualité architecturale urbaine, etc. Donc c'est une ingénierie assez forte qui doit être à un moment donné portée aussi par des opérateurs. Et je me posais la question de quels étaient ces opérateurs. Alors, je sais que très souvent, dans des contextes périurbains ou ruraux, les bailleurs jouent un rôle important, les aménageurs publics quand ils existent, mais ils n'ont pas vocation à intervenir dans tous les contextes quand on est dans du micro. Et je me demande s'il ne manque pas un maillon dans cette chaîne de production du logement dans des contextes comme ça, très très fins. Est-ce qu'il y a un de vous qui... Merci. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on parlait beaucoup de l'intervention en amont, mais il y a un partenariat qu'on ne voit pas, c'est l'opérateur privé, le promoteur et l'aménageur, qu'il ne faut pas dénigrer, qui ont des vraies compétences, qui ont des vraies capacités à faire. Et c'est vrai que quand on veut qu'un projet sorte vite, par expérience, moi en tant que géomètre expert, un projet qui part avec un opérateur privé va aller beaucoup plus vite qu'un projet qui va sortir avec une initiative publique, que ce soit une SEM. Les bailleurs, ça va assez vite. Mais c'est vrai que les initiatives publiques sont, par expérience, toujours un peu plus longues. Et je trouve que l'on manque parfois de ce partenariat. Alors, il faudrait l'imaginer parce qu'on n'a pas vraiment d'outils, mais d'arriver à créer un vrai lien entre la collectivité qui, elle, a les outils, finalement, avec elle, que n'a pas l'opérateur, et lui, l'opérateur, qui a l'ingénierie, les finances, les infrastructures pour pouvoir faire dérouler l'opération. Et ça pourrait être un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est vrai qu'il est trop souvent mis de côté, mais il a, pour moi, vraiment à apporter dans l'acte à bâtir, cet opérateur privé.
Oui, pour juste prolonger, c'est vrai que, enfin, moi, mon idée, c'était pas d'opposer acteurs, intervenants, opérateurs publics et opérateurs privés, mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand on est en dessous d'une certaine granulométrie d'opération, les opérateurs privés ont aussi du mal à se positionner. Enfin, en tout cas, c'est un promoteur ne pourra pas y aller nécessairement. Donc, ça pose quand même ce problème de... C'est des choses qui changent. En fait, nous, on les voit, les opérateurs, ils s'adaptent. À l'époque, c'est vrai qu'un promoteur, il n'allait pas en dessous d'un projet de 30 logements. Ils ont descendu à 20. Et aujourd'hui, on a des opérateurs qui font des petites opérations de maisons groupées, qui arrivent à trouver un équilibre avec 5-6 logements et qui s'adaptent, en fait, qui s'adaptent finalement au marché. Et on sous-estime parfois leur capacité de faire, leur capacité d'aller négocier. Et quand derrière, ils ont un appui de la collectivité, une fois de plus, c'est un partenariat gagnant, je pense. Et que les intégrer dans les études, et quand on parlait de temporalité et qu'on veut faire avancer les choses, je pense que parfois, il peut y avoir un gain et un intérêt à trouver. Alors comment on l'articule, parce qu'il y a toujours la question des marchés publics et de ne pas favoriser plus l'un que l'autre, mais ils ont cette ingénierie et cette capacité à faire. Et ils savent s'adapter. Moi, je les vois aujourd'hui. Avant, on voyait surtout des petits marchands de biens, mais aujourd'hui, ils sont bien obligés de s'occuper. Ils sont dans une logique d'anticipation du ZAN. Les aménageurs savent que ça va s'arrêter. Les promoteurs font déjà du collectif, mais on a des gens qui vont sur des réhabilitations de petits bâtiments, des gros opérateurs nationaux, où on se disait, finalement, ils ont cette capacité à trouver des solutions. Il y a un autre enjeu aussi complémentaire. On se disait de pouvoir croiser des notions de faisabilité technique avec des faisabilités économiques. C'est aussi que les collectivités s'autorisent à avoir ces codes-là pour se permettre finalement de créer des partenariats avec... C'est beaucoup plus simple de parler avec des gens quand on a les mêmes codes. Ça vaut pour les opérateurs privés de prendre en compte les codes de la collectivité, mais ça vaut aussi de la collectivité qu'elle prenne en compte des codes. J'ai une autre expérience sur un autre territoire où finalement on part d'un bilan opérationnel avec un prix d'acquisition du foncier pour se permettre de donner la bonne jauge de logements à construire. Pendant souvent, on a fait l'inverse. On a dit, pour des raisons, je sais pas, d'acceptabilité, pour nous dire, là, il faudrait faire 20 logements. Mais c'est un peu avoir la tête dans les étoiles, mais pas forcément les pieds sur terre. Se donner ce droit, finalement, j'aurais même dit, de devoir de la collectivité, d'avoir les mêmes codes que ses partenaires privés, pour pouvoir être en capacité d'avoir les mêmes cartes du jeu pour jouer ensemble. Si on n'a pas les mêmes cartes du jeu, c'est compliqué de jouer au même jeu. Ouais, juste pour dire, nous, alors à l'établissement public foncier, effectivement, on fait le portage pour le compte des communes. L'objectif n'est pas de leur revendre, l'objectif est bien d'aller chercher un opérateur qui fera. Alors, pour ceux qui en ont le besoin et la nécessité des bailleurs, évidemment, je rappelais mon propos sur notamment le logement SRU, mais évidemment des opérateurs privés. À partir du moment où il y a une maîtrise foncière, effectivement, qui va pouvoir éventuellement inciter à ce travail de densification un peu plus fin, travaillé, avec un cahier des charges, des choses comme ça, nous, on va pouvoir en tout cas le proposer. Il y a ce risque de la question de la négociation qui est quasiment établie. Il n'y a plus qu'une négociation avec une seule personne morale, donc c'est plus simple. Et puis il y a aussi parfois l'opérateur qui va dire, mais moi faire un projet, oui, pourquoi pas, mais à partir du moment où le règlement tout autour de l'opération il est très permissif, moi je suis pas sûr d'avoir les clients, parce qu'effectivement les clients ils vont vouloir dire, je vais peut-être aller me débrouiller avec la division parcellaire des voisins, puis si je me fais ma négociation à moi avec mon terrain, l'agent immobilier, puis le constructeur de maisons individuelles, je vais peut-être m'en tirer pour moins cher. Mais effectivement, on revient à faire effectivement un objet très individuel quand on va vouloir chercher, et c'est ça ce qui prend du temps, on va vouloir chercher à travailler avec une chaîne collective, parce que quand bien même c'est un opérateur privé, une opération publique qui va vers un opérateur privé dont on a forcément besoin pour construire l'opération, effectivement, c'est plus long. C'est des temps de discussion, des temps de réunion pour faire un bon projet. Et effectivement, ça n'a, sans commune mesure, c'est plus lent. Et pour quel résultat différencier? Et nous, on invite vraiment les collectivités, quelles qu'elles soient, en tout cas, dans cette perspective du ZAN, où il va falloir travailler cette question de comment je fais différemment. La question de la maîtrise foncière pour
inciter un nouveau marché, elle est quasiment... Moi, je le dis, alors, certainement parce que je suis très militant de cette question, mais je pense qu'elle est quasiment obligatoire. Notamment pour les territoires qui cherchent à attirer une nouvelle manière de faire. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, questions? Oui, bonjour. Philippe Ménard, je suis directeur d'aménagement à la communauté de communes Erdre-et-Gèvres. Donc merci pour tous les échanges. Juste un commentaire général. Alors si on prend sur notre territoire qui a un peu les mêmes composantes que Pornic sans la mer, on va dire. On a les mêmes problématiques. Je dirais qu'on vous connaît tous parce qu'on travaille beaucoup avec Laurent, Lade, avec l'EPF, voilà. Donc juste un commentaire général là-dessus, mais Madame le maire de Généton l'a dit, on voit bien que ce qui manque, et là c'est un message plutôt aux élus en tant que directeur, hein, c'est on a un manque cruel d'ingénierie, ou important d'ingénierie, externe, interne, et qu'on voit bien que c'est là-dessus que ça se joue demain et après-demain, parce que c'est pas le tout d'identifier des gisements, déjà il faut des moyens pour le faire, mais après il faut aller les analyser, faire les bilans, les études capacitaires, anticiper. Et on voit bien qu'il y a un vrai sujet là-dessus sur lequel nous, on commence à interroger nos élus. Parce que on parle, il faut se dire les choses, hein, on parle fonctionnement en termes de budget, ce qui est quand même un sujet qui pique un peu pour beaucoup d'élus, et je peux comprendre, mais c'est un vrai sujet. Et puis il y a un deuxième point, mais c'est un pas de côté finalement. Alors j'embête beaucoup mes collègues avec ça depuis quelques mois. C'est que dans la densification douce, on l'a évoqué, et puis finalement assez vite mis de côté en disant il faut agir sur ce parcellaire qui se divise d'un peu n'importe comment, etc., etc. Et il faut agir par tous les outils, je ne reviens pas sur ce qui a été présenté. Par contre, nous, ça pose question. Alors j'ai bien aimé le terme parce qu'on l'utilise aussi. Monsieur avant parlait d'acupuncture. Et effectivement, ce qu'on fait, c'est de l'acupuncture. Et quand on doit produire 500-600 logements chaque année, c'est ce qui est le cas sur notre territoire, cette acupuncture pilotée, on va dire un peu encadrée par la puissance publique, va avoir un effet d'acupuncture, c'est-à-dire très limité. C'est-à-dire que sur 5 à 10 ans, on sortira des opérations, mais avec le temps que ça prend, et on sera loin de répondre aux défis de la construction. Sachant que dans le même temps, on va de moins en moins aller sur des opérations, et tant mieux, d'extension, d'urbanisation. Et donc, il nous reste ce potentiel de division parcellaire sur lequel on ne peut pas forcément aller parce qu'on n'a pas les finances non plus sur le plan foncier. Quand on achète un pavillon à 1 million d'euros, quand on en a acheté 3, on a fait à peu près le job pour le mandat, quoi. Donc, sur ce sujet-là, nous, on s'est rapprochés. On avait fait travailler, pour ceux qui connaissent Ville Vivante, au moment du PLUI, qui avait évalué ce potentiel de BBI. Alors c'était très statistique, etc. Ils ont réajusté un peu le travail là dernièrement parce qu'on les avait sollicités, où ils évaluaient que par exemple pour la CCEG, si on prenait 1%, un terrain sur 100, pour faire de la division parcellaire, on arriverait à remplir la moitié de nos besoins affichés dans notre PLH et futur PLH. Alors la question, c'est comment on maîtrise ça pour pas qu'il se fasse, et je ne sais plus qui est intervenu au début, l'idée c'est évidemment, je crois que c'est Ronan, de dire encore faut-il que ça réponde à nos besoins qui ne sont ni de l'accession, ni du grand logement, et que du coup on va plutôt viser du locatif et du petit logement. Et je reste sur cet exemple-là. Alors je dis pas, il n'y a pas que, je crois que tu disais qu'il y avait d'autres structures qui travaillaient là-dessus, mais nous ça nous a particulièrement intéressés. On est plutôt bon en général les collectivités dans l'accompagnement des habitants. Alors je ne parle pas le CAUE pour ses permanences archi. On a aussi de plus en plus les permanences, l'accompagnement des gens dans la rénovation énergétique. Par contre, on ne sait pas accompagner les gens dans la division parcellaire. C'est-à-dire qu'on les laisse livrer à eux-mêmes. Alors il y a des géomètres, effectivement. Ils voient des géomètres, ils font le travail souvent au plus simple, parce que c'est plus facile de poser 4 bornes et vendre un terrain de 175 000 euros ou 200 000 euros que de se poser une question plus développée. Par contre, ce travail d'ingénierie, quand on le fait en amont, du type permanence CAUE, etc., et du type de ce que nous a présenté ou expliqué Ville Vivante, qu'ils mettent en pratique sur plusieurs territoires déjà, je crois en Bretagne, mais aussi dans l'Est de la France, où on a un vrai travail d'accompagnement de A à Z, de quelle est votre réflexion, quel est votre projet, quel bilan financier vous faites de ça, et comment on oriente cette demande vers les besoins du territoire en termes de production de logements, notamment sur le petit et le locatif. Et là, il y a un vrai sujet. Alors là encore, vous allez me dire, c'est des coûts d'ingénierie externe cette fois, mais il y a un vrai sujet d'accompagnement parce que finalement, chez nous, on a des milliers et des milliers de terrains qui s'y prêtent, sur lesquels on ne pourra pas aller,
on n'aura pas les moyens d'aller partout, et sur lesquels il y a quelque chose à faire, sachant que ces gens-là, en fait, ces propriétaires, sont souvent démunis face à ça, ils ne savent pas comment faire. Alors soit il ne se passe rien, soit ils ne font pas forcément ce qu'il faut. Donc il y a un vrai travail, je pense, à mener de ce côté-là, de comment on accompagne les gens en termes de prestations, de services vis-à-vis de ces propriétaires. Je ne sais pas s'il y a des remarques ou compléments là-dessus. Oui. Juste pour revenir sur votre remarque, vous aurez beau expliquer aux gens qu'il faut avoir l'intérêt commun en ligne de mire et essayer de faire un projet d'ensemble, ils ne le feront pas quand ils viennent voir le géomètre. Nous, quand on leur pose 4 bornes, c'est parce que malheureusement, ils ont une vision très économique. À un moment, on avait parlé d'une taxe sur la création de terrains à bâtir et finalement, ça aurait pu être un frein et ça aurait pu être intéressant parce que dans le terme d'intérêt collectif, pourquoi est-ce que ce propriétaire qui a son terrain situé en zone constructible va s'enrichir? Moi, pendant une période, je travaillais sur des tenues maraîchères en périphérie de Nantes, il y a de ça une quinzaine d'années. Il y a des agriculteurs qui s'enrichissaient comme pas possible, et celui qui était placé 1 kilomètre ou 2 plus loin, non, parce que lui, il était en zone agricole. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir un frein qui permette d'avoir un outil derrière. Mais quand vous avez un propriétaire, vous allez beau faire toutes les permanences que vous voulez, lui expliquer que ce qu'il fait, c'est pas bien et ça n'a pas de sens, il ne va pas vous écouter. Et ça, c'est la réalité. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un outil fiscal à imaginer pour pouvoir taxer. C'est vrai que je n'ai jamais compris pourquoi c'est un peu injuste que certaines personnes s'enrichissent. Quand on fait des divisions foncières, on voit des propriétaires qui s'enrichissent. Et est-ce que c'est vraiment justifié? L'intérêt général, c'est vrai qu'il n'est pas de filer un billet à un propriétaire parce qu'il a eu la chance d'être au bon endroit. Je ne sais pas si j'ai tout à fait bien compris votre question, mais vous parliez aussi de l'accompagnement des propriétaires pour pouvoir générer un parc locatif qui corresponde à vos besoins. Parce qu'il y a des dispositifs d'intermédiation locative qui existent. Alors là, on parle de Solia, on parle d'un certain nombre d'acteurs qui sont en capacité d'accompagner les propriétaires pour mettre en location leurs biens dans des conditions sécurisées et du coup avec un public qui correspond davantage, on va dire, aux besoins que vous avez sur la commune. Donc ça, c'est un sujet, mais qui va toucher que les propriétaires privés. Et donc je rebondis aussi sur la question que posait François-Xavier Trivière tout à l'heure sur le type d'opérateur. C'est sûr que pour produire du logement locatif, qu'il soit social ou pas, la meilleure solution aujourd'hui, ça reste le logement collectif. Enfin, on ne va pas tortiller. C'est la solution qui consiste à produire du logement individuel sur des petits ténements. Elle reste quand même adressée principalement à des familles. Et donc, ça ne répond pas à votre question de la production de logements locatifs avec des petites typologies pour adresser des ménages qui ne correspondent pas au ménage de 4 personnes, qui est de moins en moins la norme. Et donc ça, la réponse, c'est logement collectif. Aujourd'hui, effectivement, on arrive à abaisser à peu près la taille minimale à atteindre pour pouvoir faire tourner un bilan opérateur. On a effectivement des opérateurs qui répondent sur 15-20 logements, mais ça nécessite quand même d'avoir des grappes de foncier. Donc là, je ne sais plus qui parlait de grappes de foncier, mais ça, c'est une notion importante. C'est-à-dire que dans cette logique de densification spontanée, il est important que ces grappes, on le voyait bien sur le dessin sur Généton, c'était très clair, permettent de dégager aussi, en mutualisant un certain nombre de fonciers, des ténements suffisants pour accueillir cette offre locative. Et donc ça, c'est via effectivement une intervention qui ne peut s'envisager qu'avec une action réglementaire, foncière, opérationnelle relativement importante. Je vais juste... en fait, quelque part... le fait que ce soit pas clair, ça me va bien, parce qu'en fait, on voit bien que là, il y a un sujet qui pour moi, n'est pas évoqué, parce qu'on revient tout de suite à la question des divisions parcellaires. Vous évoquez le fait qu'un propriétaire qui a 1000 m² ou plus, qui veut diviser, il restera dans votre logique, je suis d'accord. On ne parle pas de ce foncier-là. On a des milliers et des milliers de logements qui sont du T5, T6, actuellement occupés par 1 ou 2 personnes, sur des fonciers de 600-700 m², avec pas forcément de possibilité de division classique, au sens où vous avez l'habitude de la pratiquer, et où nous, on a la possibilité d'envisager du petit logement, qui n'est pas forcément du locatif, qui peut ou pas, mais qui va être du format T2, T3, qui va être développé. Alors, les propriétaires ne nous ont pas attendus, ça commence à sortir un peu partout. Ils dégagent 100 m² de terrain, un logement de 60 m², souvent très mal fait, souvent préfabriqué, pour caricaturer. Sauf que là aussi, ça nous échappe. Et en fait, ce que j'évoquais, moi, c'est comment on accompagne ces personnes. Alors, soit division de parcelles,
soit propriété division bâtie, parce qu'on a quand même des maisons qui font entre 150 et 200 mètres carrés, occupées par une ou deux personnes, sur lesquelles de plus en plus ils s'interrogent. Je vois, nous, on fait le lien avec la question de l'habitat des jeunes, la question aussi l'accueil senior, etc., qui peut, sur des bâtiments, maisons qui peuvent être réorganisées, redivisées, et où on peut sortir des projets, sauf que ces projets ne sortent pas, parce qu'en fait, tout simplement, les propriétaires ne savent pas comment faire, se disent que de toute façon, ils ne peuvent pas diviser, parce que leur foncier n'est pas fait pour être divisé au sens classique et très classique du terme, et donc ne vont pas chercher de solution. Et vu qu'il n'y a personne pour leur amener ou leur présenter ces solutions, quelque part, ça n'avance pas. Et l'idée, c'est qu'on puisse proposer ce service-là et de les amener là-dessus. Alors, c'est de la réponse individuelle, mais sauf que nous, l'individuel fois 25 000, ça fait beaucoup de réponses, même si qu'une partie y vont. Alors, à côté, on continuera à regrouper essayer de regrouper du parcellaire, travailler avec l'EPF, travailler avec tous les partenaires pour sortir ces opérations. Mais je le disais tout à l'heure, quand on investit des millions sur une opération pour sortir 25 logements, on a répondu à 1/20 de nos besoins sur 5 ans. Et pourtant, on a mis déjà beaucoup d'argent. Donc, c'est de l'intérêt d'aller regarder aussi cette solution-là et de ne pas la laisser de côté en se disant on va essayer de voir ce qui se passe, mais si on cherche à intervenir globalement, on n'y arrivera pas. En tout cas, pas surtout. C'est ce que je veux dire, en fait. Juste pour intervenir, enfin, je suis déjà intervenu, pardon, mais un élément qui est important. Alors, une des solutions sera éventuellement de supprimer la propriété privée, mais bon, c'est un peu trop ambitieux. Non, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on va aussi vers un avènement un peu nouveau des documents d'urbanisme et des documents de PLH, parce qu'effectivement, le terrain de jeu devient de plus en plus contraint. Donc finalement, le sujet qui se posera à chaque fois, c'est de quoi a-t-on besoin, qui loge-t-on et comment on fait. Et là, effectivement, on vient questionner finalement aussi les propriétaires privés, et on n'est pas peut-être à l'abri que demain, finalement, on soit presque autorisé à refuser des divisions ou des permis parce qu'ils ne vont pas dans le sens du besoin. Aujourd'hui, les documents de planification du logement sont assez précis, assez bons sur la quantité de logements à produire. Par contre, pas forcément sur comment ils sont produits. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un indicateur clé, tu l'indiquais, Clémentine, sur quand on observe son habitat et sa production de logement. À partir du moment où on voit une explosion des densifications spontanées, et donc avec un peu d'analyse de données, on se dit, bon, on n'a que des propriétaires occupants. Effectivement, c'est panique à bord côté de la direction de l'habitat, de la commission habitat des élus, en disant, comment on fait pour réglementer tout ça? Il faut absolument qu'on ait un choc de production de logements locatifs. Moi, je le regrette et je me bataille avec David Miette, qui avait imaginé le BIMBI, puis qui est aujourd'hui un des dirigeants de Ville Vivante. Mais il a raison sur la question, c'est une des réponses à la production de logements. Mais aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec lui sur effectivement la question de... à chaque fois, ça produit quoi? Et qu'aujourd'hui, on a peu d'outils invitant à gérer ça. Je pense que dans la proposition que tu fais, Camille, sur l'outil d'aménagement participatif, pourquoi l'OAP, elle n'indiquerait pas, effectivement, il y a toujours une quantité de logements sociaux, mais une quantité de logements individuels produits en densification spontanée. Écrivons-le aussi dans nos règlements d'OAP pour dire, je l'ouvre, mais je le limite. Si je le limite, c'est que je demande à ce qu'on discute ensemble. Je demande à ce que propriétaires privés et propriétaires publics, on trouve un compromis. Mais effectivement, il faut être sacrément armé pour que l'adjoint ne se fasse pas, évidemment, chasser aux prochaines élections, parce qu'il va forcément aller à l'encontre de certains intérêts. Et donc là, il y a effectivement des vrais sujets à mettre sur la table. Mais moi, je pense qu'on peut être hyper inventif sur effectivement comment on fait cet aménagement de demain.
Mais je pense que, et je suis d'accord avec ce que tu disais, c'est qu'on est obligé de trouver des terrains d'entente avec les opérateurs privés, avec toute l'ingénierie, avec les élus et avec les propriétaires. Et donc, je pense que de toute façon, là aussi, les outils vont devoir... On est bien équipé en outils en France, hein, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais je pense qu'il faut aussi les préciser et les amener à ce qu'on partage davantage, finalement, la rentabilité d'un projet d'aménagement. Aujourd'hui, cette densification, tu le disais Fabien, on ne capte pas, on ne capte plus la richesse que ça crée. Et en tout cas, on n'invite pas à ce qu'elle soit une meilleure optimisation, à la rigueur, favorise à la rigueur un meilleur développement foncier, un meilleur développement économique. Aujourd'hui, ne diviser qu'une seule parcelle et la vendre super méga cher, finalement, il n'y a que le propriétaire privé qui a ce choix-là. Et en plus, c'est lui qui empoche un maximum d'argent. Évidemment, les taxes de la vente viendront à la solidarité départementale et locale. Mais on voit bien que ça va provoquer des changements, cette histoire de contraintes foncières. On n'en est qu'au début. Il faut se poser les questions et il faut anticiper sur comment on va gravir la montagne qui est devant nous, quoi. Moi, je rebondis juste sur aussi cet échange sur que fait-on des propriétaires privés qui souhaitent porter des projets ou en tout cas qui ont des logements trop grands, qui se questionnent sur la façon de le faire évoluer ou de le partager. Tout à l'heure, quand je montrais un périmètre, on pouvait avoir le sentiment qu'en fait, on ne s'intéressait qu'au vide et qu'on ne s'intéressait pas aux logements qu'on maintenait sur le périmètre. L'ingénierie à mobiliser sur ces périmètres, elle peut aussi s'adresser aux propriétaires ou aux occupants qui restent en place avec des solutions notamment à leur proposer, en tout cas à les accompagner pour partager leur logement. Vous parliez du logement des jeunes. Aujourd'hui, Habitat Jeunes, l'association en Loire-Atlantique, a beaucoup de mal à sortir des projets neufs. Et du coup, ils développent cette solution d'intermédiation locative pour loger des jeunes dans des maisons qui sont trop grandes aujourd'hui pour leurs occupants. Donc ça peut être aussi d'intervenir sur cet existant au travers de solutions plus légères, en accompagnant tout simplement l'initiative privée. Et aujourd'hui, on a des partenaires comme Solia et Habitat Jeunes qui savent développer des solutions d'intermédiation locative. Encore faut-il pouvoir leur mettre le pied à l'étrier sur des secteurs que vous, collectivités, vous auriez préidentifiés pour développer, on va dire, cette ingénierie, puisqu'il y a quand même, encore une fois, un petit ticket à mettre d'ingénierie sociale, pour le coup, pour accompagner le mouvement. Juste peut-être par rapport à la question de la CCEG, un point qu'on a discuté dans le cadre des échanges préalables, c'était aussi effectivement la question de la temporalité et de la capacité en personne humaine en fait à répondre à tout ça. Et c'est vrai que sur la division, enfin la déclaration préalable à la division, aujourd'hui, il n'y a pas, contrairement à un permis d'aménager, l'obligation d'avoir un plan de simulation d'implantation du bâti. Mais effectivement, peut-être qu'à un moment donné, vu l'importance que prend ce phénomène de division spontanée, des évolutions réglementaires qui permettraient aux services instructeurs d'être un peu plus, d'avoir davantage de matière à instruire pour autoriser ou encadrer ou refuser ou réorienter une demande de division parcellaire, ça pourrait être des choses intéressantes, sachant qu'aujourd'hui le délai il est très court, il est d'1 mois, donc c'est aussi des questions qu'on s'était posées. On s'était dit, est-ce qu'à un moment donné, passer le délai d'1 mois à 2 mois pour que les services instructeurs puissent réellement avoir le temps et la capacité à faire ce suivi-là, ça pourrait être une manière d'amener plus de qualité à ce qui resterait de la division spontanée dans les secteurs qu'on aurait fléchés comme étant adaptés à accueillir cette forme de production de logement-là. Donc voilà, et j'avais une autre idée, mais qui m'a échappé. La qualité du logement aussi. Oui, et après, c'était juste aussi l'OAP thématique. Je crois que c'est le territoire de CCSL qui travaille sur ce sujet-là. Alors, ça ne reste qu'une OAP, hein, mais ça peut permettre quand même d'outiller les élus et les services instructeurs dans le cadre d'avis un peu plus poussés sur ces déclarations préalables à division parcellaire. Et pour revenir aussi sur l'intervention dans le cadre d'une déclaration préalable qui est très courte, alors on essaye, nous, à notre niveau, d'orienter les opérateurs, mais il faut savoir que les collectivités, vous avez aussi un pouvoir
C'est un peu dur de dire ça, mais d'outrepasser le PLU, et on a très souvent des mairies qui demandent des choses qui ne sont pas très réglementaires, mais quand il y a un échange qui se fait avec l'opérateur, ça aboutit. J'ai un exemple en ce moment à Saint-Brévin, un lotissement avec 5 lots avec une très très longue voie d'accès. La mairie a dit, si vous voulez votre lotissement, vous allez sonner à la porte des gens qui longent votre voie d'accès. Il y avait 3 accès à créer, et vous me faites les 3 accès sur les futurs terrains pour pas qu'on se retrouve avec des fonds de l'eau enclavés. Ça a été compliqué, l'opérateur a réussi à négocier en vente 2. Le 3e, le propriétaire, il a dit, moi j'en ai rien à faire, j'ai pas envie de vous acheter votre accès. Alors il le fera quand même, c'est discutable, ça lui coûte, mais il y a un moment, il y a aussi besoin d'avoir cette intervention, cet échange. Les opérateurs, une fois de plus, sont aussi compréhensibles dans une certaine mesure, et ça peut fonctionner. On montrait les doubles lots en drapeau à touche-touche. Si la collectivité, c'est pas à nous en tant que géomètre d'aller dire à l'opérateur, mais faites pas votre projet, allez voir à côté. C'est un moment aussi à la collectivité de dire, est-ce que vous avez sonné chez le voisin, est-ce que vous avez fait ces démarches? Ok, ça aboutit, tant mieux, ça aboutit pas, mais au moins on a essayé cet échange-là. Et ça, on en revient toujours à la question de l'ingénierie. Le PLU, on est sur une échelle zoomée très, très large. Là, on est en train, à l'inverse, de zoomer très près. Pour ça que je vous parlais dans la boîte à outils des règlements de lotissement sur des petites divisions, des servitudes, puisqu'on va faire du sur-mesure, de la couture. Et vous aussi, collectivité, vous avez un mot à dire, puisque c'est chacun son rôle. Nous, en tant que géomètre, on ne peut pas non plus tout solutionner. On reste à notre place. On oriente, mais on a beaucoup moins de pouvoir d'imposer des choses que vous. Et puis il y a aussi la question de la qualité du logement. La qualité du logement, ça devrait être l'objectif premier et non pas la résultante. Que ce soit des constructions de maisons, avec notamment la question de la promiscuité, des problèmes de voisinage. Il y a beaucoup d'élus qui nous qui nous disent qu'il y a déjà ce problème-là. Ou dans la question des collectifs, avoir des logements agréables à vivre. Parce que la densité, il faut qu'elle soit agréable à vivre. Donc, pas des pièces au mètre carré près, mais voilà, des collectifs avec quand même des appartements généreux, des hauts de plafond, lumineux, terrasses, des rangements. Tout ça fera aussi qu'on aura... peut-être que certaines personnes se diront, il n'y a pas que la maison, mais il y a du beau collectif possible. Voilà, on va, avant de partager un verre, on va laisser le mot de la conclusion à notre directrice, Delphine. Le mot de la fin. Surtout remercier les uns et les autres. Vous êtes venus de loin en Loire-Atlantique, à Nantes. On n'est jamais vraiment à plus d'1 heure de l'île de Nantes. Mais vous remercier vraiment parce on s'est dit, en voyant le nombre d'inscrits qu'on avait... on avait bien visé le sujet et qu'il y avait une attente sur ce sujet. Donc, je vous remercie d'avoir fait le déplacement. Je remercie évidemment tous les intervenants parce qu'ils se sont pliés à l'exercice du 10 minutes, qui a un petit peu débordé, mais ça en valait la peine puisqu'il y avait une expertise très intéressante à partager. Le rôle du CAUE, c'est vraiment ça, c'est de mettre... par rapport à des sujets qu'on identifie, c'est ce que Karine Pavisa le disait en introduction, c'est vraiment de mettre autour de la table les acteurs du territoire qui se confrontent à des sujets qui vous concernent en tant que collectivité. C'est vraiment le rôle de CAUE d'être un lieu de ressources, de partage, de retour d'expérience pour que ces démarches qui ont été présentées puissent vous donner envie, en tant qu'élu ou en tant que technicien, d'inviter vos élus à se pencher, à se saisir du sujet. Alors, on a dépassé notre objectif parce qu'on voulait inciter et convaincre les élus de se saisir du sujet de la densification spontanée. Alors, ceux qui sont présents, je pense qu'ils sont déjà convaincus. Maintenant, on a pensé le format avec la capture vidéo, c'est une première au CAUE. L'idée, c'est de pouvoir essaimer et d'utiliser cette capture de vidéo pour aller aussi à la rencontre des élus qui n'ont peut-être pas pu se déplacer ou qui n'ont pas dans leur viseur ce sujet de la densification spontanée. Donc, on va essayer d'aller évidemment vers eux pour aller demain diffuser auprès des territoires. Alors, l'échelle des intercommunalités, je pense que c'est
la bonne échelle pour réfléchir ces questions-là, mais on peut aussi venir en tant que CAUE dans vos collectivités pour partager au moins les enjeux autour de ce sujet-là. Et après, vous l'avez compris, il y a multiples acteurs sur la Loire-Atlantique pour vous accompagner tout le long de vos projets et de la mise en place de la stratégie. Donc merci à tous et puis merci aussi à l'équipe du CIE qui s'est mobilisée évidemment sur le fond et le contenu et le choix des intervenants, Gaëlle et Céline, urbanistes toutes les deux, architectes pour l'une, paysagistes pour l'autre, qui étaient à la manœuvre depuis le début pour organiser ce temps d'échange. Évidemment, Nicolas et Lorraine, qui sont les graphistes du CIE, qui se sont en plus lancés dans cette capture vidéo. Et vraiment, je félicite tous les deux pour le travail qu'ils ont abouti en essayant, enfin, j'espère qu'on pourra évidemment l'utiliser, ça c'était le but, mais peut-être aussi utiliser ce moyen de média pour d'autres sujets. Et puis, les plus belles voix du CAUE, c'est Julien et Clémentine qu'on a entendus dans la vidéo. Ils sont à leur temps perdu architectes, mais parfois aussi ils s'exercent à la voix off pour nos vidéos. Donc merci à tous et puis merci à Karine Pavizza, présidente du CIE, qui est toujours enthousiaste dans les actions qu'on engage au niveau de l'association et qui est aussi enrichie par sa pratique d'élu à Généton. Et aujourd'hui, évidemment, on a parlé de cet exemple encore une fois. Voilà. Merci à tous. On vous offre un verre avant de repartir à vos activités multiples. Et à très bientôt.